Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Bienvenue. On va démarrer dans quelques instants. On vous laisse vous installer. Il est 29. On va démarrer d'ici une petite minute. N'hésitez pas à attraper un petit verre d'eau, à vous installer et on va pouvoir démarrer dans quelques secondes. Vous pouvez nous écrire dans le chat qui est sur la droite pour nous poser vos questions, pour nous dire que vous nous entendez bien. Et on va démarrer tous ensemble dans quelques instants. Rebonjour à toutes et à tous. Voilà, il est 11h30. On voit le compteur qui s'affole. Tout le monde est en train de se connecter. Donc, installez-vous. On va démarrer dans quelques instants. N'hésitez pas, vous avez un chat à votre disposition à droite dans lequel vous pouvez poser vos questions. Bonjour Mathieu, merci beaucoup, c'est très gentil. Donc voilà, installez-vous et d'ici quelques instants, on va pouvoir démarrer sur le sujet ESG et dette privée corporate. Bon, il est 31, on va démarrer doucement le temps que les derniers nous rejoignent. Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ESG, dette privée corporate, étudier les enjeux, les tendances et quelles solutions. Donc, pour ce support, n'hésitez pas à intervenir sur la droite. Vous allez pouvoir nous poser vos questions et nos experts, je suis aujourd'hui donc accompagné de Cécile Joly, qui est CEO et cofondatrice de KLS, et de Bastien Guerrier, qui est manager de la ligne OneTrack chez Etifinance, qui vont pouvoir nous accompagner et qui répondront à vos questions. Donc, je ne manquerai pas le temps voulu de les interrompre pour leur retransmettre vos questions, ou autrement, et on va voir ça dans l'agenda tous ensemble, on prendra les questions qu'on n'a pas pu adresser à la fin. On va commencer par une introduction des intervenants qui vont se présenter à vous. On reviendra vers l'état des lieux du marché, avant de discuter des solutions concrètes en fonction des différentes phases de cycle de vie d'investissement. Et enfin, on conclura sur tout ce qu'on se sera dit avant d'accueillir vos questions-réponses. N'hésitez pas à interagir avec nous pour que ce soit le plus didactique possible. Et on va commencer avec l'introduction des speakers. Et je vais céder la parole dans un premier temps à Cécile Joly pour parler de KLS. Oui, bonjour à tous. Ravie de passer ce petit moment avec vous autour de la dette privée et notamment de la dette à impact. Alors, donc, je suis Cécile Joly, je suis donc la CEO et cofondatrice de KLS depuis presque 5 ans, après 20 ans dans le métier du financement des entreprises. Donc, un sujet qui nous rapproche aujourd'hui. J'ai créé KLS. KLS, qu'est-ce que c'est ? C'est un éditeur de logiciels. Un éditeur de logiciels sous format SaaS français, entièrement dédié au métier du financement des entreprises. On a créé 3 produits, dette syndication, dette tracking, dette éligibilité, qui permettent de digitaliser des process métiers encore très, j'ai même envie de dire trop manuels, donc du coup chronophages, donc du coup porteurs de risques et donc du coup aussi porteurs d'irritants avec les clients entreprises. Et nos 3 produits ont tous comme point commun de simplifier le quotidien des banquiers, des investisseurs et de faciliter le partage d'informations grâce à des espaces collaboratifs au sein et partagés au sein d'un écosystème sur une opération. Donc ALS existe depuis un peu plus de 4 ans et aujourd'hui est utilisé par plus de 200 établissements financiers. Merci beaucoup Cécile. Peut-être quelques mots également sur Etifinance, Bastien. Merci Benjamin, bonjour à toutes et à tous. Ravi également d'être à vos côtés aujourd'hui pour parler donc de dette privée, mais aussi, comme le disait Cécile, de ESG dans la dette privée. Alors pour ma part, je suis donc Bastien Guerrier, je travaille au sein du groupe Etifinance en tant que manager du service OneTrack.
Etifinance, c'est un groupe européen indépendant de notation, de recherche et de conseil au service de la finance durable qui opère depuis 20 ans aujourd'hui sur ce marché-là avec une mission assez simple, favoriser les prises de décision éclairées et responsables de nos clients. Et pour ça, donc, nous les accompagnons depuis 3 pays européens que sont la France, l'Espagne et l'Allemagne. Donc, nous accompagnons tout type d'acteurs financiers, les investisseurs, les banques, les assureurs, mais aussi les entreprises dans finalement les défis du financement et de la transformation sociétale et environnementale. Merci beaucoup. On va rentrer dans le vif du sujet en commençant avec la première partie, l'état des lieux du marché. Et Bastien, je crois que c'est toi qui vas commencer à parler avec nous d'état des lieux du marché. Oui, on voulait effectivement dans un premier temps rappeler quelques éléments un petit peu macro et donc assez globaux sur finalement les dynamiques à l'œuvre sur cette classe d'actifs spécifiquement et notamment sur les 10-15 dernières années. Alors, ce qu'on constate, c'est une dynamique qui est assez claire. Hein, c'est finalement un contexte particulièrement haussier pour cette classe d'actifs-là, qui peut s'expliquer de plusieurs manières. Hein. Je dirais que un point assez important, ça a été évidemment la réglementation. On peut citer par exemple les accords de Bâle III post-crise financière de 2008 qui sont venus d'une certaine manière limiter la capacité des banques à prêter aux entreprises avec un profil jugé plus risqué et notamment en conséquence directe finalement financer les PME ETI, hein, cet écosystème cher à Etifinance et que je sais aussi cher à KLS. Cette finalement dynamique a laissé un vide hein, dans les besoins de financement que les fonds de dette privée ont progressivement comblé. L'autre point que l'on peut évoquer, c'est la volatilité des taux d'intérêt. Alors, à la hausse comme à la baisse, on a eu des dynamiques assez importantes ces 15 dernières années. À nouveau, post-crise de 2008, on a eu une baisse extrêmement prolongée des taux hein, qui a eu pour conséquence, notamment de la part des LPs, hein, ces investisseurs, de venir chercher des alternatives, des rendements qui étaient jugés plus attractifs et donc qui indirectement ont bénéficié au segment de la dette privée. Et puis, de manière peut-être un petit peu plus récente, je dirais à partir de 2022, où cette fois, les taux eh bien, sont repartis à la hausse. On a vu une dynamique cette fois côté emprunteur, hein, donc côté entreprise, qui, elle, était en quête de conditions de financement un petit peu plus flexibles que possiblement ce que les banques pouvaient leur offrir. Donc tout ça a concouru à finalement le développement de la dette privée et puis une demande toujours plus importante de la part des entreprises et en premier lieu des PME ETI. De manière plus ponctuelle, je dirais qu'il y a aussi eu un élément assez important sur la partie dette infra. Alors, même si c'est un petit peu moins le sujet de notre webinaire aujourd'hui, on a très clairement une tendance absolument exponentielle sur cette classe d'actifs pour tout un tas de raisons, mais citons notamment la raison, je pense, la plus évidente, qui est la transition énergétique qui, évidemment, nécessite des investissements conséquents. Alors, cette tendance, on l'observe de manière assez claire hein, sur le segment de la dette privée. On le voit à travers certains chiffres, notamment le montant, en l'occurrence, des levées de fonds qui est toujours plus important et qui, selon certaines études, je crois que voilà, de mémoire, nous citons l'étude Préquin aujourd'hui, eh bien, est censé se confirmer dans les prochaines années avec des montants de levée de fonds assez impressionnants qui sont prévus sur les 4 prochaines années. Pour autant, une fois qu'on a évoqué ça, il y a un chiffre qui va peut-être à contre-courant de cette dynamique, c'est le montant du dry powder, hein, donc finalement ce capital qui est disponible mais qui n'est pas encore engagé, qui est jugé extrêmement élevé à l'heure actuelle, hein, de l'ordre de 3 900 milliards de dollars non investis et qui donc potentiellement sont à déployer. Je pense que ça relate un certain attentisme sur le marché et peut-être à l'inverse de mes propos, une certaine baisse conjoncturelle. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as constaté dans tes activités de manière plus récente, Cécile ? Ah, je crois que Cécile, tu as ton micro qui est coupé. Exact, excusez-moi. Oui, c'est ce que je disais, Bastien, c'est que oui, en effet, comme tu viens de le dire, c'est vrai que le marché est structurellement haussier. Néanmoins, depuis 2 ans, donc depuis début 2022,
on constate une réelle inflexion à la baisse des opérations, alors liées bien sûr au contexte géopolitique, à l'inflation, donc à l'augmentation rapide des taux. Et c'est vrai que c'est des chiffres qui sont d'ailleurs partagés par le secteur et notamment par France Invest. Mais en 2023, sur le marché de l'investissement corporate en France, c'est 12,7 milliards qui ont été investis au travers de 387 opérations. Mais en fait, c'est une baisse de 34% en montant et de 11% en nombre par rapport à 2022. Donc, on voit bien cette tendance, quand même, cette baisse conjoncturelle qui est assez importante, avec des tailles moyennes d'opérations qui sont au plus bas. Le début de l'année 2024 est dans ces mêmes tendances, même si on sent, grâce à la baisse des pricing depuis un trimestre, peut-être une petite reprise sur le T2 et le T3 2024, mais qui reste à confirmer. Selon certains spécialistes, en tout cas nous, ce qu'on rencontre et ce qu'on voit, c'est que on estime que cette baisse est considérée un peu comme une inflexion momentanée, probablement préalable à une nouvelle baisse des pricing et également à une certaine maturité des crédits impact. Alors pourquoi ? Parce que comme on va vous le montrer, en fait, dans la dette privée, la dette à impact prend de plus en plus d'importance. Or, depuis 18 mois à 2 ans, on sent bien que sur ce segment-là de la dette privée, il faut, et les acteurs ont besoin en fait de données disponibles un peu plus précises et ont besoin aussi de formaliser des stratégies de soutenabilité un peu plus précises là aussi. Et donc, ce qui expliquerait cette position un peu d'attentisme et donc aussi cette baisse conjoncturelle. Alors, tu mentionnes à l'instant, Cécile, les prêts à impact, les crédits à impact, ou en tout cas les dispositifs de financement analogue. On va effectivement y revenir avant de justement aborder les enjeux sous-jacents à ce type de mécanisme et puis également les solutions. Rappelons que de manière tout aussi globale, finalement, c'est l'ESG, tout simplement, qui est une tendance extrêmement forte dans la dette privée, qui est arrivée pour différentes raisons. La première, je pense que vous l'avez tous en tête, puisqu'elle vous a tous concernés de manière assez forte ces dernières années, c'est la réglementation. En tant qu'acteur financier, que ce soit des sociétés de gestion ou d'autres types d'acteurs, vous avez notamment la réglementation SFDR qui est venue vous impacter directement et qui notamment vous a demandé un travail de classification des fonds et qui n'est pas anodin, puisque finalement derrière ce travail de classification, il y a tout un travail derrière de stratégie ESG et donc in fine bien évidemment d'intégration ESG dans vos pratiques et vos process. On l'a vu également avec la taxonomie qui aujourd'hui vient donner un cadre légal et objectif sur la notion d'activité durable et qui donc de fait impacte l'activité mais aussi les prises de décision tout simplement des acteurs et donc des fonds de dette privée. L'autre facteur que la réglementation, je le trouvais également intéressant et on voulait le partager avec vous aujourd'hui, puisque finalement, c'est une sorte de double dynamique qu'on constate, à la fois du côté de l'offre et la demande. C'est-à-dire que d'un côté, on a des entreprises qui, elles aussi, ont pris conscience de l'importance d'opérer leur transition, qui ont pris conscience tout simplement du sujet, ou en tout cas des sujets extra-financiers de manière générale, et qui donc, fort de ce constat-là, et puis par ailleurs de leur volonté d'avancer sur ces sujets, eh bien, on voit des entreprises qui sont de plus en plus nombreuses à vouloir finalement aligner leur financement avec leurs pratiques, ou en tout cas avec leurs objectifs RSE, pour justement s'engager dans cette démarche de transition et de transformation. Et puis de l'autre côté, on a vu aussi les fonds de dette privée qui, pour des raisons diverses et variées de différenciation, d'innovation, sont du même temps venus proposer des mécanismes aussi assez novateurs, et notamment, tu l'évoquais à l'instant, Cécile, les fameux prêts à impact ou les crédits à impact qui consistent donc à aligner finalement le taux d'intérêt sur un ou plusieurs objectifs RSE. Donc ces dynamiques-là, elles sont assez claires et aujourd'hui, on voit que l'ESG finalement est à peu près partout et de manière systématique dans les opérations de dette privée. Il me semble que c'est quelque chose que tu as constaté, Cécile.
Ouais, et enfin vraiment l'ESG comme driver, je crois que tu as tout à fait raison. Et finalement, pour illustrer ton propos, Bastien, je pense qu'on peut partager à notre auditoire rapidement quelques chiffres en fait sur les crédits impact. En effet, comme tu l'as dit, hein, l'intérêt du crédit impact, c'est bien sûr la variabilité des taux, de la marge, qui ne repose non plus sur des ratios financiers, ce qui existe depuis très longtemps, mais maintenant qui va reposer aussi sur l'atteinte de KPI ESG. En 2023, sur l'ensemble en fait, des opérations qui ont une variabilité de taux d'intérêt, c'est une opération sur deux qui inclut désormais un critère ESG, alors qu'en 2022, on était à 44%. Donc, vous voyez, une progression quand même assez rapide, finalement, d'une année sur l'autre, sur l'intégration de ces critères ESG dans les opérations. Ce qui est notable aussi et intéressant, je trouve, à partager, et notamment ce qui sera intéressant pour la suite de notre propos, c'est d'avoir en tête que seulement 41% des opérations ont fixé des critères ESG au moment du closing. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les 18 à 24 mois qui suivent en fait une opération, les parties prenantes, émetteurs et investisseurs, vont discuter ensemble pour fixer en fait finalement ensemble cette trajectoire. Donc il y a aujourd'hui encore un gros travail à faire plutôt post-closing qu'avant le closing. On remarque également que le secteur a besoin de tiers indépendants, de tiers de confiance, puisque on voit que 87% des opérations exigent un OTI, un organisme tiers indépendant, pour certifier la conformité des indicateurs. Et enfin, le dernier élément que je trouve intéressant aussi à partager, c'est la présence dans 70% en fait, des opérations d'un coordinateur ESG, un coordinateur ESG, notamment bien sûr, lorsque les opérations sont multisouscripteurs. Et ça nécessite, c'est un peu l'équivalent de l'agent du crédit dans la dette bancaire. Et donc, on voit qu'il y a la nécessité, finalement, d'avoir cette espèce de coordinateur, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans notre présentation. Voilà un petit peu les chiffres qu'on voulait vous partager et je trouve sur le crédit impact, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et finalement, ces crédits impact, ils entraînent de nouveaux besoins, hein, je crois, Bastien. Oui, c'est tout à fait ça. Les statistiques que tu as données sont assez parlantes. Aujourd'hui, l'ESG est partout et donc évidemment, il faut des opérateurs de ces dynamiques ESG. Alors, ça peut se faire de deux manières. Il peut y avoir un travail qui est directement assuré par le fonds ou les fonds, en l'occurrence, en cas d'opération multisouscripteur. Mais il y a aussi finalement parfois besoin d'externaliser. Alors, pourquoi c'est dynamique? Tout simplement parce que qui dit nouveau sujet dit nouveaux besoins pour les fonds. Et nous, notamment, ce qu'on constate de manière très récente, c'est d'abord un besoin en termes de données. La donnée, vous le savez, c'est le nerf de la guerre. Alors, dans la dette privée, ça l'a toujours été historiquement, comme sur les autres classes d'actifs, sur la partie financière, mais aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai, je trouve, sur la partie extra-financière. Donc, d'un point de vue des données, on voit un enjeu en termes déjà de quantité de données, de quantités qui sont toujours plus importantes, que ce soit à nouveau de par la réglementation qui exige des acteurs financiers de la transparence sur la quasi-totalité finalement maintenant de leurs pratiques, que ce soit à nouveau de par les mécanismes qui sont structurés. On parlait tout à l'heure des crédits à impact, c'est impossible de structurer ce type de mécanisme sans avoir des données fiables et robustes sur lesquelles se baser. Outre la quantité, on voit aussi qu'il y a un enjeu extrêmement fort et peut-être encore plus, je dirais, qui émerge, c'est celui de la qualité de la donnée pour les mêmes raisons. Vous allez structurer un financement à partir parfois de certaines données. Donc, évidemment, il y a un enjeu extrêmement fort à ce que ces données qui vont servir au financement avec les conséquences que vous connaissez tous, soient fiables, soient robustes, soient aussi, le cas échéant, auditables, ou en tout cas, soient suffisamment robustes pour développer quelque chose à partir d'un point initial. L'autre besoin que l'on constate, outre la partie data, il est lié, c'est un besoin évident d'expertise pour
plusieurs raisons. La première, c'est que, on le dit, mais l'ESG, c'est aujourd'hui quelque chose qui est de plus en plus normalisé, et donc il y a une multiplication des sujets. On parle de SFDR, on parle de taxonomie, on parle de biodiversité, de CSRD, tout un tas d'acronymes qu'il faut appréhender, tout un tas de réglementations, le cas échéant, qu'il faut comprendre. Ce sont des sujets qui sont à la fois relativement nouveaux et donc aussi relativement complexes. Et puis finalement, ça reste in fine des sujets qui vont venir s'ajouter à tous les autres sujets du quotidien des fonds de dette privée. Et rappelons que voilà, leur métier principal n'est pas nécessairement sur l'ESG. Donc évidemment, il y a un besoin d'expertise assez naturel qui s'est créé avec le développement, ou en tout cas l'intégration croissante de l'ESG dans la dette privée. Outre les nouveaux besoins, il y a évidemment des nouveaux risques qui sont apparus, hein, le risque de conformité à la réglementation. On a vu, par exemple, ces dernières années, au moment de la classification SFDR des fonds, certaines sociétés de gestion classifiées, et puis ensuite revoir un petit peu la classification. On voit aussi des risques liés à la réputation, des risques de greenwashing, hein, qui sont liés aussi à la réputation, mais s'agissant des crédits à impact, c'est extrêmement important d'anticiper ce risque-là. Évidemment, il faut définir des éléments qui sont sérieux, si je puis dire, pour structurer ce type de dispositif. Et tout cela vient finalement s'ajouter à des besoins déjà extrêmement forts de la part des fonds, et qui eux-mêmes faisaient déjà face, je crois, Cécile, à des enjeux déjà bien délimités. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une certaine complexité, hein, sur ce marché pour les fonds de dette privée. Bah oui, tout à fait, parce que tu dis besoin, tu parles de besoin, tu parles de risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que derrière, il y a des enjeux majeurs, en fait, hein, sur l'activité des fonds de dette. Alors, l'enjeu, bien sûr, d'expertise et de conseil, tu l'as évoqué, mais aussi des enjeux d'organisation opérationnelle, organisation de l'activité, pour notamment faire face à la fois au volume des transactions, mais surtout à la complexité finalement de ces transactions, avec de très très nombreux indicateurs à piloter, puisqu'il n'y a plus que les ratios financiers à piloter, mais maintenant il va y avoir les ratios extra-financiers également à suivre. Des enjeux aussi de centralisation de l'information, une information qui est très dense, puisque à l'information traditionnelle financière vient s'ajouter celle de l'extra-financier. Et enfin, des enjeux de communication, avec les émetteurs, des enjeux de collecte et de diffusion de la donnée et de l'information pour optimiser et simplifier cette relation entre émetteurs et investisseurs. Donc, des enjeux vraiment très importants. Et quand on a préparé ce webinaire avec Bastien, on s'est aperçu que finalement, l'ensemble de ces enjeux se retrouvent à chaque étape du cycle de vie de l'investissement. Et donc, c'est-à-dire, bien sûr, lors de la structuration de l'opération, lors de la souscription, et puis ensuite au cours de la vie de l'émission. Donc, avec Bastien, on s'est dit que c'était intéressant d'essayer de vous apporter des solutions concrètes face à ces enjeux, face à ces problématiques, à chacune de ces phases du cycle d'investissement. Et donc, on va essayer de vous apporter des solutions à chacune de ces phases. Commençons peut-être par la première phase, celle de due diligence, hein, finalement, celle du pré-investissement. Bastien, toi, dans cette phase de pré-investissement, où on voit finalement que l'ESG prend de plus en plus d'importance et de place, tu me disais quand même que vous aviez identifié des solutions pour accompagner les acteurs, en fait, dans cette phase, je crois. Oui, alors l'une des solutions, c'est de conduire une due diligence ESG, hein, parce que ça va permettre de répondre, ou en tout cas, ça va catalyser un certain nombre de réponses aux enjeux qu'on a évoqués. On a évoqué l'enjeu de la data. La due diligence va servir justement finalement de point de départ, de point d'entrée. C'est-à-dire que pour réaliser de toute façon une due diligence ESG sur l'entreprise que vous apprêtez à financer, vous allez avoir besoin de collecter des données. Et donc finalement, cet exercice-là, il est bien normé, il est bien cadré dans un exercice de due diligence, et donc ça va permettre de répondre à ces considérations de collecte de données. Ça va aussi permettre de répondre à ces considérations de traitement de la donnée, hein, c'est-à-dire
qu'est-ce qu'on va en faire, comment est-ce qu'on l'interprète et surtout à quoi est-ce qu'on va s'en servir. Typiquement, on parlait tout à l'heure des prêts à impact. Les données qui vont être collectées pendant la phase de due diligence vont permettre de poser finalement un diagnostic initial et donc les jalons d'une certaine trajectoire d'amélioration pour l'entreprise. On voit aussi que la due diligence, pour reprendre peut-être la partie sur les enjeux associés au risque de réputation, va aussi permettre d'identifier le risque tout bêtement de ESG ou en tout cas global du profil de l'entreprise que vous souhaitez financer. Et d'ailleurs, je trouve que la due diligence ESG prend tout son sens dans la dette privée, puisqu'on voit là le pont naturel finalement sur la partie risque qui relie les deux disciplines. Parce que la due diligence, ça va vous permettre, vous, en tant que fonds de dette privée, que société de gestion, d'identifier le cas échéant les controverses ESG auxquelles l'entreprise est exposée. Ça va vous permettre aussi d'identifier les risques ESG qui sont inhérents à l'activité même de l'entreprise. Est-ce qu'elle est face à un risque de transition ou non? Et puis, dans une certaine mesure, ça va aussi vous permettre d'identifier tous les risques extra-financiers, plus largement, qui peuvent peser sur l'entreprise en termes de santé, sécurité, de rétention des talents, peu importe. En tout cas, la due diligence, pour nous, c'est vraiment un catalyseur finalement de ces différents enjeux auxquels vous êtes exposés et puis en même temps une réponse à ces enjeux-là. Ce qu'on voit parallèlement, c'est aussi que la due diligence peut être dans une certaine mesure une solution ou en tout cas une manière d'adresser certaines problématiques et notamment la problématique que tu évoquais Cécile, mais de concurrence de plus en plus forte entre les fonds de par la pression qu'ils ont sur leur marge. On voit que la due deal peut aussi être un facteur de différenciation. Pourquoi? Parce que mettre en œuvre ce type d'évaluation, c'est déjà d'un point de vue accompagnement finalement du fonds, commencer à apporter quelque chose, à apporter des éléments ESG et donc s'inscrire pour un fonds de dette privée dans une démarche d'accompagnement auprès de l'entreprise. Alors à nouveau avec ces enjeux, mais en tout cas, c'est une réponse qui nous paraît adaptée. D'ailleurs, le point que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est la nécessité, ou en tout cas, ça c'est notre conviction, mais d'avoir quelque chose qui est adapté. Parce qu'on est conscient que chaque entreprise n'est pas la même et donc vous aussi, en tant que fonds de dette privée, vous devez répondre de manière différente au profil d'entreprise que vous souhaitez accompagner. On est convaincus, nous, chez Etifinance, que la due diligence, c'est la même chose. Il faut qu'elle soit adaptée à la taille de l'entreprise, à sa maturité ESG, à son activité. Toutes n'ont pas les mêmes enjeux. Et puis, on est aussi convaincus qu'une due deal, ça doit être adapté à la taille de l'opération. Que vous soyez seul sur l'opération ou que vous soyez dans une opération avec plusieurs souscripteurs, évidemment, le risque n'est pas le même. Et donc, on doit prendre ça en compte dès la phase de due diligence. Alors, on parlait tout à l'heure justement de la problématique liée aux données. Je trouve que la due deal, à nouveau, est un très bon exemple, puisque quand nous, Etifinance, on conduit des due diligence pour des fonds de dette privée ou des fonds de private equity d'ailleurs, mais on voit qu'il y a ce sujet de la disponibilité de la donnée, et je dirais à deux niveaux. D'abord, au niveau de l'entreprise, entre l'entreprise et les prêteurs, quand il y en a plusieurs, évidemment, puisqu'on a d'un côté des fonds qui, à nouveau, se disent quelle information ESG dois-je demander, comment est-ce que je dois la demander, comment je dois l'utiliser. Et puis, il y a aussi le côté entreprise qui se demande parfois comment rendre compte d'une information qui n'est pas encore toujours standardisée. On le rappelle, on est sur majoritairement des univers de PME ETI et qui donc n'ont pas encore toutes structuré bien leur reporting RSE. Et puis, on voit aussi cette problématique du partage de la data, le cas échéant entre prêteurs, donc même en dehors de l'entreprise, puisque, à nouveau, quand vous allez conduire une due diligence en cas de souscripteurs multiples, il va falloir se coordonner et donc il va falloir homogénéiser les demandes faites à l'entreprise pour ne pas trop les solliciter, pour ne pas trop leur complexifier l'exercice. Il va ensuite à nouveau falloir traiter l'information et puis ensuite la diffuser entre les différents prêteurs. Et ça, à nouveau, la problématique de la diffusion de l'information, on a des réponses assez claires là-dessus. Pardon, juste Bastien et Cécile, je me permets d'interrompre un tout petit moment. On est à peu près à une demi-heure de discussion. Il nous reste encore quelques sujets avec
différentes phases. Ce que je vous propose, c'est si on peut peut-être synthétiser un petit peu certains éléments pour réussir à bien tout présenter dans le timing. Ouais, aucun problème, Benjamin. On va essayer de tenir les délais. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Bastien, sur cette problématique en effet, de partage de données, partage de documents. Je crois que on a une vraie problématique de data room aujourd'hui. Alors pourquoi? Parce que comme tu l'as dit, il y a de plus en plus de données à partager, de plus en plus de documents à transmettre pour préparer un closing et dans les phases de due deal. C'est aussi pourquoi? Parce qu'aussi on a des difficultés de transmission, tu l'as dit, mais liées en fait à la taille de ces fichiers. Les outils standards de mail ne suffisent pas, ne sont pas suffisamment sécurisés également. Et puis aujourd'hui, il y a finalement peu de solutions sur le marché qui sont réellement adaptées. En tout cas qui sont à notre sens et ce qu'on entend assez complexes et puis éphémères, souvent sur des périodes très courtes finalement où les données sont disponibles pendant 1 ou 2 mois, pas beaucoup plus, sinon ça devient extrêmement coûteux. Donc c'est la raison pour laquelle nous, chez KLS, par exemple, on a voulu apporter des solutions sur le besoin de partage et on a créé des data rooms, qui sont à la fois sécurisés, pérennes et sans limite de taille. Nous, on propose 2 typologies de data room, l'une partagée avec le souscripteur, ce qui lui permet de déposer tout simplement dans cet espace-là l'ensemble de la documentation sans se poser de questions sur la taille des fichiers et le délai de conservation. Et puis une autre data room partagée entre les différents investisseurs, notamment lorsqu'il y a une opération multi-souscripteur. Donc, c'est simple. C'est sécurisé, c'est pérenne, donc ça répond complètement aux besoins actuels du secteur. Si on veut accélérer un petit peu pour tenir le timing, en effet, Benjamin, passons peut-être à la deuxième phase du cycle, celui de la souscription. Bastien, quel besoin tu rencontres avec tes partenaires dans cette phase? Alors, à nouveau, un besoin de conseil et d'expertise. Je vois d'ailleurs dans le chat une question qui est particulièrement bien corrélée à la slide qu'on va présenter. Quel KPI pourrions-nous choisir pour structurer un mécanisme d'impact? Finalement, la réponse, elle n'est pas aussi simple que ça, puisqu'il va falloir définir des éléments déjà qui font sens pour tout le monde, c'est-à-dire qui font sens pour l'entreprise. Il faut que ce soit des sujets qui soient matériels, puisqu'il faut que ça puisse permettre à l'entreprise d'avancer, de répondre à ses besoins. Il faut aussi que ça soit quelque chose qui soit corrélé avec finalement l'objectif du mécanisme. Est-ce que vous faites un crédit à impact pour vous améliorer d'un point de vue RSE, mais d'une manière générale en tant qu'entreprise? Est-ce que vous faites un crédit à impact pour mettre en place une certaine pratique particulière? Et donc là, évidemment, le KPI va être en lien direct avec cette pratique. Est-ce que, le cas échéant, vous mettez en place un dispositif de financement à impact pour définir ou financer un projet particulier? En tout état de cause, nous, la problématique qu'on rencontre, évidemment, elle est dans la sélection de cet indicateur. Et donc, la réponse à nouveau à cela, c'est déjà de cibler des éléments qui sont en lien et donc corrélés avec à nouveau les caractéristiques de l'entreprise, son secteur d'activité, sa taille, le cas échéant, son implication géographique, mais aussi son niveau de maturité actuel. Il faut définir des éléments qui soient réalistes et qui soient atteignables. Et pour ça, c'est très clair, on constate un besoin de plus en plus fort d'expertise parce qu'on le disait tout à l'heure, ce n'est pas nécessairement le sujet naturel des fonds de dette privée. Donc, il y a un besoin accru d'accompagnement là-dessus. L'accompagnement, il peut intervenir de plusieurs manières. Il peut, dans un premier temps, intervenir sur finalement la sélection ou en tout cas la définition de ce mécanisme d'impact. Quels sont les critères que je vais regarder pour structurer mon mécanisme à impact? Et puis, outre les critères, il faut ensuite définir des trajectoires. L'autre manière que l'on a, ou qu'on constate en tout cas nous, d'être accompagné, c'est
finalement sur ce même travail-là, mais sur un travail qui est plutôt de vérification, où là, finalement, ce sont non plus, par exemple, un tiers indépendant qui va s'occuper de définir ces éléments pour vous, de vous conseiller, de vous apporter l'expertise, mais finalement, c'est vous directement qui allez le faire, et à l'inverse, vous allez être plutôt en recherche d'une certaine validation externe, ou en tout cas d'une approbation externe. L'une des réponses dans ce cas-là peut être la production de ce que nous, on appelle chez Etifinance des certificats de pertinence, qui sont finalement dans une certaine mesure des rapports d'opinion sur le ou les KPI que vous avez choisis de manière bilatérale ou non avec les entreprises que vous accompagnez. Alors spécifiquement sur ce dernier dispositif, c'est quand même quelque chose que l'on constate particulièrement dans les opérations multi-souscripteurs, puisque généralement, évidemment, il y a plus d'expertise ESG qui est externalisée, et donc en revanche, le point est plus sur la validation de ces éléments. Oui, c'est vrai qu'une fois que finalement que les trajectoires sont définies, que les indicateurs sont identifiés, nous, en tout cas, on voit auprès de tous nos clients un vrai besoin de coordination et mutualisation de ces caractéristiques, et surtout lorsqu'il y a une opération multi-souscripteur. Vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre, mais quand vous êtes nombreux souscripteurs, en général, il y a un représentant de la masse des obligataires, un RMO qui est nommé. Ce RMO a trois missions. Celui d'abord de défendre, de représenter, défendre les intérêts des investisseurs. Une mission de coordination, de prise de décision finalement de la masse, en organisant par exemple des votes lorsqu'il y a un waiver par exemple ou un bris, mais aussi en assurant une communication claire et transparente auprès de tous les obligataires. Et puis enfin une dernière mission qui est celle de superviser, c'est-à-dire finalement de piloter et de suivre le respect des engagements contractuels qu'a pris l'émetteur vis-à-vis de vous, obligataires. Et du coup, il est responsable de la bonne application aussi des marges, surtout lorsqu'elles sont variables. Donc finalement, pour répondre, on voit bien que là, il y a un enjeu en fait pour un RMO, c'est celui d'avoir les bons outils pour coordonner et diffuser l'information, et donc pour faire correctement en fait son job. Alors, pour aller vite, dans quelques solutions qu'on peut vous proposer, c'est d'abord d'utiliser des outils digitaux qui proposent des interfaces miroirs. Donc, c'est le cas chez KLS avec 3 interfaces miroirs pour l'émetteur, le RMO et les investisseurs. Bien sûr, tous très sécurisés parce que pilotés par le RMO. Donc, ça répond vraiment aux critères de confidentialité qui s'imposent à vous. Donc ça, c'est une première solution, en tout cas, pour répondre à ce besoin de coordination et donc d'efficacité. Le dernier enjeu aussi, peut-être dans cette phase de closing, sur lequel on voulait revenir avec Bastien, c'est celui de l'enjeu, et qui est aussi l'un des rôles finalement du RMO, qui est celui de centraliser et retranscrire le cadre contractuel, c'est-à-dire celui qui va s'imposer en fait à l'ensemble en fait des acteurs pendant toute la vie de l'opération. Et finalement, pour répondre à cet enjeu, sans risque de mauvaise interprétation par l'une ou l'autre des parties, et sans perte de temps, surtout pour qu'on recherche l'efficacité, il faut pouvoir accéder simplement finalement à ces caractéristiques sans être obligé d'aller relire un contrat d'une centaine de pages. Et donc, vous avez des solutions aussi pour digitaliser finalement ces conditions. C'est le cas dans notre plateforme, où on propose une interface pour enregistrer une seule fois, au moment où ces engagements, ces KPI sont définis, toutes les conditions, donc, et tous ces KPI qui seront consultables par l'ensemble en fait, des parties prenantes. Voilà un petit peu les différentes solutions qu'on voulait vous partager dans cette phase. Et pour terminer, on voulait vous parler de la dernière phase du cycle, qui est celle de la vie du crédit, c'est-à-dire qui va durer pendant longtemps. Elle est beaucoup plus longue que les 2 premières, mais finalement, elle recèle aussi de gros enjeux. Et c'est là où nous, on se rend compte qu'il y a un véritable besoin d'outils digitaux, d'outils numériques, parce que quand vos volumes d'activité sont en hausse, et notamment avec un volume en fait d'indicateurs très important à suivre, puisqu'aujourd'hui,
90% des émissions de crédit impact ont plus de 1 critère ESG à suivre. Donc, ça multiplie finalement la charge opérationnelle de pilotage et de suivi. Finalement, si il y a des risques très importants, si en tout cas on ne s'outille pas, si on ne s'outille pas d'outils numériques pour assumer cette charge finalement de suivi de ces opérations. À défaut, sans s'outiller, on a des risques de perte de temps commercial, puisqu'en fait, le temps va être passé à faire de la gestion administrative chronophage. On a un risque de réclamation client très important si on n'a pas les bons outils pour être alerté au moment où l'impact marge doit être revu. Et on a des risques aussi de mauvaise évaluation du risque et d'évaluation de l'émetteur, puisqu'en effet, désormais, les critères et les indicateurs, les ratios extra-financiers sont tout aussi importants que les ratios financiers dans l'évaluation et dans la valorisation d'une émission. Alors, nous, chez KLS, on a vraiment essayé d'apporter des solutions. C'est vraiment notre mission et notre raison d'être, apporter des solutions d'efficacité en fait à nos clients investisseurs. Et pour limiter les risques qui sont associés en fait à cette surcharge administrative, on a créé un gestionnaire de tâches et d'événements automatisés pour ne rien oublier et pour que ça soit très simple. On a créé des interfaces pour collecter ces fameux KPI ESG directement auprès de l'émetteur ou de l'OTI, d'ailleurs, c'est au choix. On a créé des alertes en cas d'ajustement de marge, ce qui permet vraiment de réduire le risque opérationnel réclamation client. Et enfin, parce que la donnée et la data est au cœur de tout, comme tu l'as dit, Bastien, on a créé aussi des outils d'extraction de cette donnée, mais extraction de cette donnée totalement libre, ce qui permet en fait à chacun de nos clients de pouvoir exploiter cette donnée comme ils le souhaitent, soit pour du réglementaire, soit pour du pilotage financier, soit pour du pilotage d'activité. Chez Etifinance, peut-être, Bastien, tu peux toi aussi nous partager peut-être quelques solutions sur cette dernière phase du cycle d'investissement et pour qu'on clôture ensuite. Bien volontiers, Cécile, tu parlais à l'heure actuelle, finalement du contenant. Eh bien, nous, on propose tout simplement de vous accompagner dans la définition du contenu. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on souhaitait, avec Cécile, vous parler ensemble aujourd'hui. On est bien au fait des problématiques que vous rencontrez et finalement, celles dans cette dernière phase de la vie du crédit est en miroir de tout ce qu'on a pu évoqué précédemment. On a les mêmes problématiques au niveau de la data, puisque il va falloir cette fois chaque année mettre à jour les data pour aller, le cas échéant, réévaluer les objectifs d'impact qui ont été préalablement fixés. Il va falloir aussi disposer ou en tout cas faire appel à une expertise à la fois interne ou externe pour justement juger de l'atteinte potentielle des objectifs et donc, le cas échéant, déterminer la bonification financière. En tout état de cause, on est, nous, convaincus que ces éléments-là, ils doivent être faits de manière simple et surtout en toute transparence avec l'entreprise. On est, nous aussi, bien conscients des sujets qu'il y a autour non seulement de la collecte, mais ensuite du suivi de cette data. Et c'est pour ça qu'on collabore nous-mêmes avec des organismes comme KLS pour vous permettre de faciliter finalement toute la diffusion de cette donnée et puis de manière plus large de fluidifier le processus pour vous permettre de rester sur vos basiques et de gagner en efficacité. Merci Cécile, merci Bastien. On accélère un petit peu sur la fin, mais ça nous amène doucement effectivement à simplement terminer avec un dernier mot. Ce mot, c'est celui de synthèse. Beaucoup de choses ont été dites et je pense que si on doit retenir quelque chose, Bastien, tu parlais tout à l'heure de contenu et de contenant, c'est un peu le mot de la fin, c'est ce duo gagnant proposé par KLS et par Etifinance, avec d'un côté un accompagnement, et là donc c'est ce qu'on a synthétisé à gauche, donc s'entourer d'experts, c'est-à-dire ce contenu, avoir des personnes qui peuvent nous aider, vous aider à définir ces KPI, ces indicateurs, ces stratégies. Et de l'autre côté, cette relation de contenant. Il faut également pouvoir les accueillir, les suivre dans le temps, les partager, avoir des rappels pour vous comme pour l'ensemble des parties prenantes. Et c'est là où on va pouvoir additionner la force des deux dans le but d'arriver, et c'est le troisième point qui est listé à droite, à réussir à passer et transformer finalement ce qui peut être perçu parfois comme une menace. On l'entend beaucoup avec Bastien, avec Cécile, des acteurs finalement qui parfois sont en crainte de cette transformation.
parce qu'ils finalement, ils ne savent pas comment le faire. Mais avec les bons outils et les bonnes personnes, on peut transformer une menace en opportunité. Ce que je propose, c'est, on a déjà une ou deux questions qui sont posées dans le chat, c'est de vous laisser à tous poser vos questions et on va pouvoir les adresser à Cécile et à Bastien dans le but d'essayer d'éclaircir certains sujets. Donc, pendant que vous posez vos questions, je vais prendre déjà celles qui sont sur la table. Donc, on a notamment Romain qui nous pose une question. Alors, un petit peu longue, je vais la lire. Est-ce que les clauses contractuelles du crédit à impact permettent la revue des KPI ESG dans le temps, voire leur ajustement sur base de critères de révision encadrés? Donc, je pense qu'on est plutôt sur le contenu. Je vais peut-être l'adresser à ce moment-là à Bastien. Oui, alors je dirais que ça va dépendre de l'opération et finalement du cadre contractuel que vous définissez, mais c'est effectivement des éléments qui peuvent être mis en œuvre. D'ailleurs, c'est potentiellement quelque chose que l'on pourrait recommander, hein, puisque ça va permettre finalement de garantir aussi ce point qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir l'ambition, hein, du critère à impact. On peut comment dire, avoir sizé, avoir défini un objectif qui, dès le début, est cohérent et finalement, pour parfois des conditions qui sont exogènes, hein, on va avoir soit des difficultés trop importantes à atteindre l'objectif, mais potentiellement aussi dans l'autre sens, un objectif qui a aussi été rapidement atteint par l'entreprise. On préfère en tous les cas que ce soit dans ce sens-là. Et donc, effectivement, il peut être opportun de prévoir une clause de revoyure dans certains critères au KPI ESG pour prendre en compte ces différents éléments qui d'ailleurs peuvent aussi être des éléments assez naturels dans la vie d'une entreprise, un changement de périmètre parce qu'il y a eu un build-up ou autre et auquel cas on peut réévaluer le KPI. Donc oui, c'est un mécanisme qui peut être mis en place dans un crédit à impact. Ok, super, merci beaucoup. Une autre question de Thomas qui, là, je pense, est plus orientée sur le contenant. En partant du principe qu'on a envie de se digitaliser, c'est quoi la taille critique à partir du moment de laquelle on commence à se poser la question de s'outiller? Alors moi, j'ai envie de vous dire, dès la première opération, en fait, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'acteurs qui parfois nous disent non, mais j'ai que quelques opérations en portefeuille, je peux encore me contenter de mes fichiers Excel. La seule chose, c'est qu'en fait, plus vous tardez et plus en fait la charge, d'abord la charge mentale et la charge opérationnelle liée aux opérations en portefeuille est lourde, et plus en fait vous allez avoir ensuite cet alourdissement en fait du travail, et donc cette charge administrative, cette charge aussi, ce risque opérationnel lié en fait au risque de ne pas appliquer la bonne marge sur les futures périodes d'intérêt. Donc, moi, j'ai envie de vous dire le plus tôt possible, dès même la première opération. Et puis, c'est aussi une question d'image, je pense, en tant qu'acteur acteur de dette privée. Avoir un outil digital qui permet de communiquer simplement avec son émetteur et avec ses investisseurs, c'est aussi gage d'une image à la fois de solidité, de sécurité et puis donc de fiabilité. Alors, puisqu'on parle d'outils, je vais prendre tout de suite la question de Benoît, je vais revenir sur celle de Lucia dans un instant. Benoît nous demande finalement, est-ce que les outils dont on parle sont bien calibrés pour le suivi des critères ESG? Alors oui, enfin en tout cas en ce qui concerne nos outils chez KLS, oui, complètement. En fait, on a créé notre outil de tracking à l'origine pour vraiment le crédit bancaire il y a 4 ans. Mais depuis 2 ans, en fait, on a suivi finalement les tendances de marché, puisque notre mission, c'est d'accompagner finalement l'ensemble du financement des entreprises sur leur activité. Cette activité est en train de changer avec des crédits impact, qui soient bancaires ou de dette privée. Donc, on a totalement adapté, nous, notre logiciel pour accueillir les crédits impact et donc l'ensemble du suivi de ces KPI ESG. Donc, à la fois l'identification de ces KPI, la collecte, la traçabilité, les alertes sur l'impact marge. Donc, oui, je vous réponds un grand oui.
Ok, super. Merci beaucoup. Et alors, donc une dernière question, en tout cas dans celles qui sont posées de Lucia, peut-être Bastien, plus pour toi. Là, finalement, et la question paraît pertinente, de se dire, on parle d'opportunités, on parle peut-être de menaces, mais cette notion ESG, ces critères, est-ce que c'est une obligation réglementaire ou est-ce que ça va le devenir? Alors, ça va dépendre des critères et ça va dépendre évidemment comment dire, de votre typologie, mais oui, il y a certains critères qui évidemment vont devoir être suivis annuellement de manière réglementaire. On évoquait la réglementation SFDR tout à l'heure. Si vous avez choisi de classifier votre fonds article 8 ou article 9, a priori, effectivement, il va falloir faire à minima un reporting annuel sur l'ensemble de vos pratiques ESG. Donc, en ce sens, ça va être considéré comme étant réglementaire. Je dirais qu'au-delà de la réglementation, puisque finalement, la réglementation, en tout cas, on la voit beaucoup, nous, comme ça, elle est là pour insuffler une certaine dynamique et puis ensuite laisser le pas aux acteurs de s'organiser. Derrière la réglementation, finalement, il y a aussi, je dirais, l'ambition qui va rentrer en jeu. C'est-à-dire, si vous avez défini à nouveau, pour reprendre cet exemple, un crédit à impact, indépendamment de la partie réglementaire, il serait opportun de mesurer régulièrement ces critères pour vérifier justement l'atteinte et donc en l'occurrence vérifier que les objectifs que vous étiez initialement fixés ont bel et bien été atteints. Super, merci beaucoup. Je pense que c'est clair. On va laisser les personnes nous contredire si jamais vous sentez que ce n'est pas le cas et qu'il y a des éléments qui méritent complément. Autrement, s'il y a d'autres questions. On arrive à la fin du temps qu'on s'était laissé. On vous a proposé ici les coordonnées de nos deux intervenants d'aujourd'hui, Cécile et Bastien. Donc, n'hésitez pas à compléter les questions d'aujourd'hui directement avec eux. Et s'il n'y a pas d'autres interventions, il ne me reste plus qu'à remercier Cécile, Bastien, pour la qualité de ce que vous nous avez présenté aujourd'hui. Et à très bientôt pour d'autres présentations. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci à tous et à votre disposition pour en parler plus longuement. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.